Si on peut parler de transmission du traumatisme psychique individuel, on peut également parler de transmission de la résilience sociétale. Pour essayer de comprendre ces phénomènes, que ce soit dans le cas du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda ou celui des autres génocides dans le monde, j'ai approché le professeur Serban Ionescu, professeur de psychopathologie et directeur du Centre de recherche en traumatisme, résilience et psychothérapie et à l'Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le professeur Ionescu nous parle de la résilience dans certaines sociétés, parfois malgré l'adversité chronique, et nous livre ici quelques stratégies utilisées dans cette clinique du lien social. Bienvenue à tous. Alors, professeur Ionescu, l'idée de societal healing, est-ce qu'il s'agit de la guérison des blessures internes sociétales? C'est plus que ça. Est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que c'est la société qui a été blessée ou c'est les individus qui ont été blessés? Est-ce que notre conception de la chose, parfois, si elle est mal formulée, est-ce que ça ne peut pas avoir des incidences sur notre action? Alors, comment adapter cela au Rwanda? Alors, tout est parti du fait qui est normal, parce on s'occupe des souffrances individuelles avec des personnes. Et ensuite, on s'est aperçu que la souffrance individuelle de ces personnes, la somme des souffrances individuelles, n'est pas égale à la souffrance de la société. Il y a quelque chose de qualitativement différent. Et ça, c'est un domaine qui s'ouvre depuis quelques années. Je travaille là-dedans. J'essaie de trouver une façon de mettre tout ça ensemble, ce que certains ont fait, ce que je fais, et se crée un nouveau domaine qui est celui de la souffrance collective sociétale. Et se pose alors la question, quoi faire? Comment faire? Et c'est créé avec ça un nouveau concept, aussi depuis quelques années, qui est la résilience sociétale. C'est-à-dire la capacité des sociétés à faire face à des situations de traumatisme collectif. Cela veut dire la guerre, le génocide, l'apartheid, mais aussi de situations d'adversité chronique, comme la pauvreté chronique, les famines, les épidémies. Ce sont des situations qui affectent toute la population. Et donc, dans des situations de ce genre, certaines sociétés font face, elles se montrent finalement résilientes, d'autres ont des problèmes et d'autres souffrent très grièvement. Et là, il faut trouver de nouveaux moyens. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter des réponses? La question n'est pas simple. Elle est très très compliquée parce que c'est plus facile d'aider une personne, même un groupe, une famille, que d'aider l'ensemble d'une société. Oui. Et se pose la question, qu'est-ce que c'est que cette pathologie collective? Dans tous les traités de psychiatrie, il n'y a rien sur ça. Ça commence depuis quelques années, depuis que les spécialistes en santé mentale ont compris qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mais chez nous, par exemple, on a parlé de la tchatcha et des autres mécanismes. C'est comme s'il y avait même des croyances, peut-être, quelque chose qui lie les individus, les familles, une société, au-delà de l'individualité de chacun des familles. Il y a une expression qui est apparue depuis quelques années, qui est celle de la clinique du lien social. C'est-à-dire que ce qui se produit dans des événements comme ceux que j'ai cités, c'est que le tissu social, ce qu'on appelle en anglais social fabric, se déchire, comme un vêtement, comme les bas. Ça se déchire. Et alors, tout le problème dans ce cas, c'est de pouvoir retricoter le tissu social.
Et c'est là notre recherche actuellement, c'est sur ça que je travaille, comment retricoter ce tissu social. C'est un grand défi, mais c'est passionnant, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des problèmes. Mais je dois vous dire une chose, et ça me paraît très important, parce que je vous ai dit, j'ai vu à différents stades l'évolution du Rwanda. Il y a eu des efforts extraordinaires qui ont été faits. Et je crois que le Rwanda s'en sort très bien. C'est un processus lent, ça ne se fait pas comme ça avec une baguette magique, mais je sens que ça a beaucoup évolué, que les choses ont beaucoup changé. Et c'est un effort collectif, c'est l'effort de la société basé sur la culture rwandaise, sur ce qu'on sait sur cette culture rwandaise, sur ce qu'on apprend à l'école, sur le système judiciaire et enfin sur ce mouvement associatif et sur ces espaces, ces lieux où les gens peuvent se rencontrer et ensemble retricoter ce tissu social. Ça c'est très profond et très intéressant comme compréhension de la chose ou approche, comment approcher la chose. Vous avez des initiatives et tout, mais il y a d'autres qui ne sont pas guéris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de rechute? J'ai deux mots que je réponds rapidement à ce que vous dites. Allez-y. Vigilance et patience. Vigilance parce qu'on n'est jamais à l'abri de retournement. Et il faut être collectivement, individuellement et au niveau de l'État vigilant. Et deuxièmement, patience, parce que ce sont des processus de longue durée. On ne change pas les attitudes, les mentalités, la culture, comme ça, avec une baguette magique, comme je le disais tout à l'heure. Il faut du temps. Et donc, vigilance et patience sont les deux mots qui me viennent à l'esprit en vous écoutant là. Quelqu'un a dit, je crois qu'il a parlé d'une des valeurs des Rwandais, que quand vous faites face aux difficultés, on vous dit « Komera », tenez bon. Alors, est-ce là un des mécanismes... C'est un mécanisme très important. Mais ça, vous savez comment ça se fait? Ça se fait des tout petits, de ce que les enfants entendent à la maison. C'est l'éducation à la maison. L'éducation est partagée entre la famille, l'exemple des parents, ce que les enfants entendent, et la relation avec les parents, et ensuite la relation à l'école avec les enseignants. Il y a le respect, il y a aussi cette confiance en soi qu'il faut développer. C'est très important de croire que lorsqu'on rencontre des obstacles, des difficultés, il y a toujours une solution. Et qu'il faut chercher cette solution. Mais on n'est jamais à l'abri des choses. Donc vigilance, patience, et je rajouterai un troisième mot, action. Il faut agir. Il faut agir parce que il faut prévenir les choses. C'est mieux de prévenir que de réparer les dégâts. Et donc, à l'heure actuelle, dans les milieux scientifiques, ce qu'on préconise, c'est de préparer les personnes, c'est de préparer les individus dès le plus jeune âge aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer par la suite. Oui. Il faut les former. Alors, il y a toutes sortes de choses qui rentrent dans ces programmes qui ont commencé à être publiés, rédigés et même validés, testés. Parce qu'on a déjà depuis un certain temps des programmes et on a pu voir comment par la suite dans des situations des personnes de ce genre réagissent. Mais professeur, vous avez vu ces jeunes qui font face à des problèmes, un jeune qui ne veut pas appartenir à sa propre famille. On doit appartenir, sinon on n'est pas. L'appartenance est très important. On ne peut jamais éviter que dans une société, il y ait des gens qui se marginalisent,
qui présentent des problèmes. C'est comme ça. Il y a la génétique, il y a les réactions à des choses qui se passent dans leur vie, etc., etc. Mais il y a aussi le fait qu'on peut intervenir et ne pas laisser que les choses s'aggravent. Donc, dès qu'on dépiste un tel élément, une telle situation, il faut pouvoir chercher des solutions. Et ces solutions sont dans une équipe multidisciplinaire, avec un psychologue, avec un psychiatre, avec un éducateur, avec un travailleur social, vous voyez, avec un ensemble de personnes qui peuvent éclairer les diverses facettes du fonctionnement de cette personne et apporter des solutions. Eh bien, il y a déjà des changements très importants. Pensez dans 20 ans, encore 20 ans, les choses vont changer. Il va y avoir un renouvellement de générations. À un moment donné, la société rwandaise sera composée de personnes qui n'ont pas connu le génocide, qui ne l'ont pas vécu. Mais il y a transmission de l'héritage du génocide. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je me suis occupé de la transmission de la résilience transgénérationnelle, le côté positif, de l'autre côté. Oui. Et j'ai eu une étudiante qui a travaillé au Liban, à Beyrouth, sur des familles, 4 générations. Elle a eu la chance de voir 4 générations de personnes qui sont parties de Turquie lors du génocide arménien. Et donc, elle a constaté à quel point c'est possible de ne pas transmettre le traumatisme. C'est pas une fatalité, la transmission du traumatisme. Quelqu'un a dit que ça devenait génétique à un certain moment, n'est-ce pas? Il y a une certaine vulnérabilité génétique. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a? On sait aussi que le fait d'être heureux collectivement a une composante génétique. On connaît la mutation. On sait on sait exactement, et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il paraît que cette mutation apparaît plus fréquemment chez les peuples qui sont en souffrance et en difficulté. Afghans, Irakiens, etc. Et je lis ça avec une autre chose. Toutes les enquêtes mondiales montrent que les Français, par exemple, sont beaucoup plus malheureux que les Afghans, les Syriens et les Irakiens, les Français. On ne sait pas tout, il faut être modeste, mais on commence à savoir quand même pas mal de choses. Et on sait que la transmission du traumatisme n'est pas inexorable. Et là, il y a un chantier extraordinaire au Rwanda de travailler dans ce sens et de réduire cet impact et de faire comme ces 4 générations dont je vous parlais, où elles ont transmis la résistance, la résilience, c'est-à-dire elles s'en sont sorties. Je dis elles parce qu'elle a étudié les femmes de 4 générations, mon étudiante, ma doctorante. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait transposer ici et nous focaliser sur le côté résilient. On commence à en savoir et on se pose la question comment ça se passe. Il n'y a pas un seul véhicule de la transmission du traumatisme. C'est des facteurs biologiques, vous les avez évoqués. Je vous ai dit aussi que du bon côté, il y a des choses qui se passent. On peut s'adapter et qu'il y a même des modifications, des mutations génétiques. C'est paru dans un des plus grandes revues publiées aux États-Unis. Cette information concernant la transmission du bonheur. Du bonheur. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça, c'est un côté biologique, psychologique, familial, éducationnel, sociétal. C'est très important qu'au niveau général, il y ait ce qu'on peut dire une atmosphère, une ambiance plus positive. Et alors là, les gens ont plus de courage, plus d'initiative, plus d'autonomie, ont envie de faire des choses
Et c'est le côté positif. Mais je vous dis, jamais, et dans aucune société. Vous savez, j'étais il y a 2 semaines au Danemark. C'est le pays le plus heureux au monde depuis 1970, les Danois. Moi, je croyais que c'était quelque part en Asie du Sud-Est. Non. J'ai vu toutes les statistiques, c'est le Danemark, depuis les années 70. Avec des chiffres extraordinaires, avec une organisation sociale, et j'ai essayé de comprendre sur place toute une série de détails. Le deuxième, c'est le Québec, au Canada, où je vis en partie. Donc j'ai ma part de bonheur assurée pour voir le verre à demi plein. Oui. Mais je veux dire que jamais on ne pourra éviter des choses. Il y a des suicides au Danemark. On ne peut pas, au Québec aussi, c'est-à-dire on ne peut pas éviter qu'au plan individuel, mais même au plan individuel, on peut faire des choses. C'est-à-dire l'entourage, l'école, les collègues, le monde, la société, les voisins. On parle beaucoup maintenant de voisins dans cette clinique du lien social. C'est très important, les voisins. Et donc, vous voyez, on ne peut pas être optimiste d'une manière bête. Je ne prêche pas pour ça. Mais il faut être optimiste d'une manière réaliste. Concrète aussi. Oui. Et agir, faire des choses. Agir. Je vous remercie beaucoup, professeur.